Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. Ces mots d'une sincérité brutale, George Foreman les a prononcés bien des années après ce combat mythique qui a bouleversé à jamais l'histoire de la boxe. Ce soir-là, face à lui, il n'y avait pas n'importe quel homme, il y avait Muhammad Ali. Ce qui avait commencé comme l'une des rivalités les plus féroces que la boxe ait connues allait se transformer, au fil du temps, en une puissante histoire d'humilité, de respect, de rédemption et d'amitié. Mais ce que George Foreman a fini par révéler, juste avant sa mort, à propos d'Ali, personne ne s'y attendait. Une vérité poignante, bouleversante, que peu de gens connaissaient. Une vérité sur l'homme qu'il avait un jour mis à terre et élevé spirituellement. Le vendredi 21 mars 2025, le monde du sport se figea. Un silence solennel s'abattit sur les rings réels comme sur ceux de la mémoire collective. George Foreman, le légendaire poids lourd, l'icône aux deux visages, celui du destructeur impitoyable et du prédicateur au sourire désarmant, s'était éteint à l'âge de 75 ans. La confirmation arriva via un message poignant posté sur Instagram par sa famille. Une photo émouvante l'accompagnait, celle d'un Foreman entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, et même de ses arrière-petits-enfants. Le communiqué, sobre et profondément humain, débutait ainsi. Nos cœurs sont brisés. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman. Le Seigneur l'a rappelé à lui paisiblement, entouré de ceux qu'il aimait. Les hommages affluèrent immédiatement. Pour des millions de fans à travers le monde, toutes générations confondues, cette perte fut ressentie comme intime, presque familiale. Car George Foreman n'était pas qu'un boxeur. Il était un survivant, un homme de renaissance, un symbole vivant que la vie offre parfois une deuxième chance, et même une troisième. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas, Foreman grandit dans la misère d'un quartier difficile de Houston. Élevé par une mère seule au foyer, il découvre très tôt la dureté de la vie, la violence, la rage. Adolescent en colère, bagarreur de rue, il semblait destiné à un chemin tragique. Mais un jour, un programme gouvernemental changea tout. Le Job Corps lui offre un cadre, une discipline, un espoir. C'est là qu'il découvre la boxe. Ce sport, qu'il commence d'abord pour canaliser sa violence et perdre du poids, devient son salut. Son obsession. À 19 ans, il explose sous les projecteurs. Jeux olympiques de Mexico, 1968. Devant le monde entier, il décroche la médaille d'or. Sa puissance brute, sa férocité, son style intimidant, personne ne l'arrête. Il ne sourit pas. Il frappe. Et il gagne. Passé professionnel dès 1969, Foreman ne fait pas dans la dentelle. Un par un, ses adversaires tombent comme des dominos. En 1973, il affronte Joe Frazier, pourtant invaincu, redouté et le détruit en 2 rounds. 3 knockdowns au premier round, 2 de plus au second. La terreur est née. Il devient champion incontesté des poids lourds. Sa réputation est terrifiante. Ses coups sont des marteaux. Foreman ne boxe pas, il anéantit. Il semble inhumain, indestructible. En quelques années, il devient une légende vivante. Il affronte et terrasse Ken Norton. Il devient le cauchemar de toute une génération de boxeurs. Mais Foreman n'est pas seulement un champion. C'est aussi un homme d'affaires redoutable. Dans les années 90, après son retour à la boxe, il prête son nom à un objet révolutionnaire, le grill George Foreman. Plus de 100 millions d'unités vendues dans le monde. Un succès planétaire. Sa fortune atteint les 300 millions de dollars. Il devient un visage familier des publicités, un personnage chaleureux, presque comique, loin de l'image du destructeur d'antan. Mais malgré le succès, malgré la richesse, Foreman reste humble. Il n'oublie jamais d'où il vient. Il cite toujours sa foi, sa famille et ses défaites plus que ses victoires comme les véritables fondations de son existence. Mais Foreman n'est pas seulement un champion. C'est aussi un homme d'affaires redoutable. Dans les années 90, après son retour à la boxe, il prête son nom à un objet révolutionnaire, le grill George Foreman. Plus de 100 millions d'unités vendues dans le monde. Un succès planétaire. Sa fortune atteint les 300 millions de dollars. Il devient un visage familier des publicités, un personnage chaleureux, presque comique, loin de l'image du destructeur d'antan. Mais malgré le succès, malgré la richesse, Foreman reste humble. Il n'oublie jamais d'où il vient. Il cite toujours sa foi, sa famille et ses défaites plus que ses victoires comme les véritables fondations de son existence. Nous sommes le 30 octobre 1974. Kinshasa, Zaïre. La nuit est moite, électrique.
Le monde entier regarde. L'événement est planétaire. Face à face, George Foreman, le champion invaincu. Et Muhammad Ali, l'ancien roi déchu, que beaucoup considèrent alors comme trop vieux, trop lent, fini. Mais Ali n'est pas venu pour se laisser battre. Et Foreman ne le sait pas encore, mais il va vivre la plus grande leçon de sa vie. Ali charme la foule. Il devient l'ami du peuple zaïrois. Tandis que Foreman s'isole, Ali crie dans les rues. Ali Bomaye. Ali tue-le. Le peuple a choisi. Le ring est prêt. Mais dans les coulisses, Foreman se blesse légèrement à l'œil, ce qui reporte le combat de quelques semaines. Un détail? Non. Ce délai va tout changer. La nuit est tombée sur Kinshasa. Le stade du 20 mai est en ébullition. Plus de 60 000 personnes crient, chantent, dansent. Les tambours battent comme un cœur géant. Il est 4 heures du matin, heure locale. La planète entière est suspendue à ce qui s'annonce comme un massacre annoncé. Foreman contre Ali. George Foreman entre en premier. Il est massif, calme, presque impassible. À 25 ans, il n'a jamais été battu. Il a démoli Frazier, écrasé Norton. Tout le monde pense qu'Ali n'a aucune chance. À 32 ans, il est censé être trop vieux, trop lent, trop fragile. Mais Ali entre sous une clameur. Le Zaïre l'a adopté. Son sourire, sa verve, son audace, il est devenu un héros pour le peuple. Et ce soir-là, il n'est pas là pour survivre. Il est là pour gagner. Dès le premier round, Ali surprend tout le monde. Il attaque. Il frappe vite, fort, précis. Des jabs du droit, inattendus, claquent sur le visage de Foreman. Celui-ci encaisse, mais ne comprend pas. Pourquoi Ali ne fuit pas? Pourquoi ne danse-t-il pas comme à son habitude? Et puis, au deuxième round, Ali change tout. Ali recule, s'appuie sur les cordes et laisse Foreman frapper. Encore. Et encore. Des coups de massue. Au corps, à la tête. Foreman croit que c'est sa chance. Il cogne. Il cogne sans relâche. Mais Ali absorbe. Il esquive, il bloque, il encaisse, mais il résiste. C'est le rope-a-dope, la tactique la plus audacieuse de l'histoire de la boxe. Ali fatigue Foreman à petit feu. Il le pousse à puiser dans ses réserves. Dans la moiteur de la nuit zaïroise, la chaleur devient accablante. Les rounds passent. Les bras de Foreman s'alourdissent. Son souffle devient court. Ali, lui, murmure à l'oreille de son adversaire. « C'est tout ce que tu as, George. » Ces mots frappent plus fort que ses poings. Foreman commence à douter, à perdre sa foi en sa toute-puissance. Round après round, Ali résiste. Puis, au 8e round, il voit l'ouverture. Foreman est là. Épuisé. Désorganisé. Ali jaillit des cordes comme un ressort. Une combinaison éclair, crochet gauche, direct du droit à la mâchoire. Foreman chancelle. Un dernier coup le projette au sol. Il tombe au ralenti, comme une statue brisée. Il tente de se relever, mais l'arbitre compte jusqu'à 10. Le monde entier retient son souffle. Ali a gagné. Contre toute attente. Cette défaite n'est pas une simple perte pour Foreman. C'est un traumatisme. Il se cherche des excuses, le ring trop souple, le compte de l'arbitre trop rapide. Mais au fond, il le sait, Ali l'a vaincu avec l'intelligence, le cœur et l'audace. Et surtout, Ali l'a brisé mentalement. Foreman révèle plus tard dans une interview déchirante. « Je ne voulais pas juste gagner. Je voulais le frapper si fort qu'il ne pourrait plus jamais boxer. » Ces mots glacent. Ils montrent l'obscurité dans laquelle il était ce soir-là. Il ne voulait pas vaincre. Il voulait anéantir. Et pourtant, ce qu'il a pris ce soir-là, ce n'est pas une leçon de force. C'est une leçon de vie. Après sa défaite, Foreman s'égare. Il perd plusieurs combats, dont un contre Jimmy Young en 1977. Ce soir-là, dans le vestiaire, après une défaite confuse, il vit une expérience spirituelle intense. Il croit voir la mort. Il croit voir Dieu. Il raccroche les gants. Il quitte le monde de la boxe. Il devient pasteur, prédicateur. Il ouvre un centre pour les jeunes à Houston. Il sourit. Il change. Mais au fond de lui, l'histoire avec Ali n'est pas terminée. Avec le temps, la rancune se dissout. La colère fait place à l'admiration. Foreman et Ali se rapprochent. Ils se parlent. Ils rient. Ils deviennent amis. En 1997, aux Oscars, alors que le documentaire When We Were Kings est récompensé, Foreman aide un Ali affaibli par la maladie de Parkinson à monter sur scène. Ce n'est plus un rival. C'est un frère. Foreman dira. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère.
À sa mort, la fille d'Ali, Rachida, écrira à la famille Foreman. Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis.